Bonjour et bienvenue. On parle des Américains comme d'un peuple, comme s'ils se ressemblaient tous. Mais il faut bien comprendre qu'avec 50 États, il y a des différences très importantes, plus importantes encore qu'entre Européens. Si on prend un Espagnol et un Suédois par exemple, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas les mêmes habitudes culinaires ou vestimentaires, ils n'ont pas forcément les mêmes aspirations, et pourtant ils sont Européens. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. Ils ont un certain nombre de points communs, mais aussi des différences très importantes les uns avec les autres. Alors, il y a plusieurs grandes aires culturelles aux États-Unis. Certaines sont très faciles à identifier. L'Alaska ou Hawaï, par exemple, forment des entités, chacune à part entière, du fait de leur éloignement, du fait de leur isolement, de leur climat, etc. Mais qu'en est-il des 48 États continentaux ? Quels sont les points communs et quelles sont les grandes différences ? Il existe plusieurs façons de voir, plusieurs interprétations, et donc plusieurs cartes. Et elles ne se ressemblent pas toutes, elles se recoupent en partie, mais pas toujours complètement. Certains États, voyez le Nevada sur ces deux exemples, sont parfois comptés d'un côté ou de l'autre. Et puis certaines cartes rajoutent des distinctions que d'autres ne rajoutent pas. Ici, la Nouvelle-Angleterre. La meilleure façon de comprendre comment ça marche, c'est de revenir sur les différentes étapes de l'expansion des États-Unis. Alors, sans aller jusqu'à une histoire de chaque État, il y a quand même des grandes lignes qui permettent de visualiser l'ensemble. La première grande division la plus évidente date de bien avant l'indépendance, au tout début de la colonisation. Lorsque les Anglais s'installent pour fonder les 13 colonies, par exemple, qui deviendront les États-Unis, ils ne sont pas les premiers blancs sur le territoire qui forment aujourd'hui les États-Unis. Les Espagnols, qui arrivent du sud de l'Amérique centrale, enfin du Mexique, ont commencé à coloniser une partie de l'Ouest et la Floride. Puis les Français sont venus s'installer aussi entre les zones occupées par les Anglais et celles occupées par les Espagnols. Alors le relief joue un rôle important. Les Rocheuses sont un obstacle naturel et séparent grosso modo la zone française et la zone espagnole. Les Appalaches, moins élevés mais tout de même, séparent grosso modo la partie française de la partie anglaise. Si on schématise, en plus de la religion et de la langue, qui sont déjà des différences assez notables, les colons de ces trois grandes zones ont des différences très marquées. Les Espagnols, par exemple, ont colonisé leur partie de l'Amérique du Nord dans le but de venir chercher des ressources naturelles, en particulier l'or et un peu l'argent. Ils sont donc venus volontairement dans le but de s'enrichir et de s'installer. Les Anglais, eux, sont venus pour fonder un nouveau monde, un monde meilleur, loin des persécutions religieuses et politiques. Là aussi, ils viennent bien volontiers, d'eux-mêmes et très nombreux. Les Français, en revanche, sont venus là uniquement pour embêter les Anglais. Enfin, plus exactement, pour les empêcher de s'étendre trop et donc d'augmenter leur territoire et leur influence. On a du mal à peupler les territoires français. Si vous lisez par exemple Manon Lescaut, vous verrez qu'on a tendance à vider nos prisons pour essayer de peupler nos colonies, un peu comme les Anglais ont fait avec l'Australie. La zone française est donc assez nettement moins peuplée que les deux autres zones. Ce qui condamne d'ailleurs au passage les Français à bien s'entendre avec les Indiens, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour lutter contre. Les Anglais, par contre, qui eux font des colonies de peuplement, ont des relations un peu plus houleuses avec les Indiens. Quelques changements se produisent avant l'indépendance. Le traité d'Utrecht, par exemple, voit la France céder quelques territoires à l'Angleterre, au Canada notamment et un tout petit peu au nord, et la guerre de 7 ans l'oblige à céder des territoires à l'Espagne, une partie non négligeable de ce qu'on appelait à l'époque la Louisiane, mais elle les récupère rapidement et ça n'affecte pas durablement la construction du pays. Il s'agit de toute façon de territoires très très peu peuplés. Les territoires sont théoriquement espagnols de 1763 à 1800, sauf l'actuel état de Louisiane, parce que la France veut garder la Nouvelle-Orléans, nous verrons plus tard pourquoi. La première grande étape dans l'expansion des États-Unis, c'est bien évidemment leur naissance, l'indépendance. Donc la déclaration d'indépendance date de 1776, mais ce n'est qu'en 1783 que l'Angleterre reconnaît enfin l'indépendance de ses colonies.
On a donc les territoires des 13 colonies qui deviennent indépendants, mais il faut y ajouter les territoires adjacents qui vont jusqu'au Mississippi. Officiellement, pour qu'un territoire devienne un État, il doit remplir certaines conditions, notamment en ce qui concerne le nombre d'habitants. Rapidement, une grande division culturelle va s'opérer entre le nord et le sud. Au nord, l'économie va très rapidement s'industrialiser. On va utiliser des machines qui utilisent très peu de main-d'œuvre. Et donc, on va abolir l'esclavage dans les territoires du nord. L'esclavage qui était prévu par la Constitution. Au sud, en revanche, l'économie repose principalement sur l'exploitation des grands champs, notamment les grands champs de coton, qui eux demandent beaucoup de main-d'œuvre. Évidemment, moins la main-d'œuvre est chère, mieux c'est, donc l'esclavage fait partie intégrante de leur mode de vie. On considère souvent la ligne Mason-Dixon, qui avait été dessinée en 1767 pour résoudre une querelle territoriale entre la Pennsylvanie et Maryland, la Virginie et le Delaware, comme la ligne qui divise ce qu'on appellera ensuite le nord de ce qu'on appellera le sud, même si dans les faits, c'est plutôt la ligne plus au sud, là où tous les États sont alignés ou presque, qui sépare le nord du sud. Alors on l'appelle ligne Mason-Dixon par commodité, même si techniquement ce n'est pas la ligne Mason-Dixon stricto sensu. On a donc entre 2 et 4 grandes aires culturelles qui commencent à se dessiner. Le nord de la ligne Mason-Dixon, le sud de la ligne Mason-Dixon. Au nord, on a les États, créés donc par les pères fondateurs, qui forment ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. C'est là notamment qu'on va trouver les Quakers, les Amish, etc. C'est là aussi qu'on va trouver toutes les plus anciennes universités du pays. Tout ce qu'on peut soupçonner d'intelligence aux États-Unis à l'époque se trouve là. Et puis, il y a les territoires du nord de la ligne. Ces territoires vont se peupler petit à petit et se développer tout en s'alignant sur la Nouvelle-Angleterre, dont ils ne font pas partie stricto sensu. Au sud de la ligne Mason-Dixon, on retrouvera cette même distinction entre les États de départ, le vieux sud, et les territoires. Mais comme c'est beaucoup moins densément peuplé, puisque ce sont des grands domaines agricoles, la culture va beaucoup plus facilement s'harmoniser au sud qu'au nord, au moins dans un premier temps. Le sud forme une entité plus cohérente, qu'on appelle le Dixieland, du nom de Jeremiah Dixon, qui venait du sud et qui a dessiné la ligne Mason-Dixon avec Charles Mason, qui lui venait du nord. N'oublions pas que dans le même temps, à l'ouest, la culture espagnole se développe. C'est au début du XIXe siècle, par exemple, que se situent les aventures du personnage fictif de Zorro. À Los Angeles, puisque les premières grandes villes apparaissent. Les habitudes se prennent, les coutumes commencent à se figer. Avant d'aborder l'étape suivante, qui va venir tout bouleverser et tout changer, je voudrais souligner un fait intéressant. Quand on regarde le nom des États, on peut déjà apprendre beaucoup sur ce qu'ils sont. Les États de la Nouvelle-Angleterre s'appellent New York, New Jersey, New Hampshire, le Maine, qui fait d'abord partie du Massachusetts, et le Vermont, qui fait d'abord partie du New Hampshire, ont des noms français parce qu'ils sont issus des territoires perdus par la France. Les États du Vieux Sud ont des noms choisis en hommage aux rois qui régnaient lors de leur création. La Georgia à l'époque du roi George, Carolina à l'époque du roi Charles, Carolus en latin, Maryland à l'époque de la reine Marie et Virginia à l'époque de la reine Élisabeth, la reine vierge. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant, donc elle est connue dans l'histoire comme The Virgin Queen. Les territoires sous influence espagnole ont des noms issus de l'espagnol. Florida, Terra Florida, la terre fleurie, California, là où la chaleur est forte, California, l'Arizona, Arizona, zone aride, le Colorado, qui est coloré, Montana, où on trouve des montagnes, etc. Les territoires anciennement français principalement, et ceux qui ne sont pas dans les zones que j'ai déjà citées, ont des noms hérités des populations indiennes. Là où vivaient les Indiens Dakota, on a le Dakota. Là où vivaient les Utes, on a l'Utah. Là où vivaient les Missouri, on a le Missouri.
On a donc 3 logiques différentes sur l'attribution du nom des États qui révèlent beaucoup sur leur origine anglaise, espagnole ou française. Si la séparation entre le nord et le sud est assez facile à identifier avec la ligne Mason-Dixon, c'est un peu plus compliqué de différencier l'Est et l'Ouest. On a la notion de frontier qui va apparaître. Alors la frontier, ça n'est pas une frontière au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est une ligne imaginaire qui va séparer les terres colonisées des terres encore sauvages. Et cette frontier va reculer vers l'ouest au fur et à mesure que la colonisation avance. L'une des étapes les plus décisives dans l'expansion des États-Unis va se produire en 1803 avec le fameux achat de la Louisiane. Ça va complètement changer les choses. Nous en reparlerons dans un prochain épisode. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.